Nous sommes en 1922, j'ai tout juste 19 ans. J'ai une jeunesse somme toute normale et banale à Bordeaux. De ce fait, je n'aime pas et je vois pas l'intérêt de parler de moi. Ce que je peux dire, c'est que je n'ai pas suivi la voie de mon père Georges, qui est huissier à Bordeaux, comme son père l'était avant lui. Je me présente actuellement comme un industriel, mais je rêve d'autre chose. Récemment, je me suis pris de passion pour la préhistoire en Charente. Pour autant, je n'y connais pas grand-chose et je connais personne dans ce domaine. J'espère tout de même que ça va me plaire. Je viens d'apprendre qu'un agriculteur de Villebois-la-Valette, M. Coiffard, fouille des grottes et abris sous roche dans un magnifique vallon sur la commune de Voulgesac. Ce territoire m'est particulièrement cher, parce que c'est de là que mon grand-père maternel, Gabriel de Morel, était originaire. Je ne l'ai pas connu, car il est décédé à peu près 1 an avant ma naissance. Mais ma mère et moi gardons des attaches avec ce lieu. Je connais donc bien le vallon des Vachons. En cet été 1922, je décide donc de me lancer et de mener mes propres explorations aux Vachons. Je sais pertinemment que M. Coiffard y travaille depuis de nombreuses années, mais nous nous arrangeons pour que parallèlement j'y engage des investigations. Actuellement, il travaille dans les abris 1 et 2. Je me rabats donc sur un abri tout proche qu'on appelle l'œil de bœuf. Après quelques jours de fouilles, je suis assez satisfait de mes trouvailles. J'espère pouvoir revenir là aux prochaines vacances. Je suis en effet très pris par mon métier sur Bordeaux. Je n'ai que mes vacances et temps libres pour poursuivre mes recherches. J'espère pouvoir continuer à mener de front ces 2 activités. Monsieur Coiffard n'est pas désagréable, mais je n'ai pas l'impression que l'on puisse vraiment travailler ensemble, ni qu'il puisse m'apprendre quoi que ce soit. Sinon, il y a bien le docteur Henri Martin qui fouille depuis des années à l'Aquina et au Roc de Serre. Mais je ne le connais pas personnellement. Et surtout, je suis bien intimidé à l'idée de l'approcher parce qu'il est tellement célèbre. C'est certainement le préhistorien le plus savant actuellement. Finalement, je me décide à le rencontrer. Pierre David nous dit que la rencontre avec le docteur Martin a été un tournant dans sa carrière et sa formation de chercheur néophyte. Il aurait ainsi appris son métier avec le médecin préhistorien sur sa fouille de l'Aquina, au point d'en devenir le collaborateur et assistant. Par contre, on ne trouve rien sous la plume du docteur qui corrobore les dires de David. C'est donc une version controversée de sa formation de préhistorien qui nécessite d'être éclaircie. Quoi qu'il en soit, 2 ans ont passé, bien occupés. Nous sommes maintenant en 1924. Je pense qu'il est temps que j'arrête mes explorations aux Vachons. Ça a été mon premier choix parce que cette station était située sur la commune de Voulgesac, et Voulgesac est un lieu qui compte beaucoup pour ma famille maternelle. Maintenant, je suis à la recherche d'un autre gisement qui pourrait être à moi et que je serai seul à fouiller. Tout proche de Voulgesac, je connais la grotte de la Papeterie, sur la commune de Moutier-sur-Bohême. Je dois avouer que j'ai également un fort lien affectif avec Moutier. En effet, mon grand-père maternel est revenu vivre là
après la mort de sa femme à Beauvais en 1874. Ma mère y a passé sa jeunesse et s'y est même mariée avec mon père. De plus, mes cousins, les Laroche, sont propriétaires de l'usine à papier toute proche de la grotte. Malheureusement, les nouvelles ne sont pas encourageantes. Mes cousins viennent de m'apprendre que la grotte est complètement abandonnée depuis longtemps et qu'elle est même utilisée de nos jours comme dépotoir. De plus, renseignements pris auprès de la Société archéologique, j'apprends surtout qu'elle est considérée comme épuisée. Malgré tout, je décide d'aller moi-même voir sur place. J'y suis allé l'autre soir après un violent orage. J'ai alors remarqué des silex taillés et une dent de cheval entre les racines d'un arbre juste renversé par la foudre. Je n'en ai pas eu besoin de plus pour me décider à y entreprendre de nouvelles fouilles. J'ai maintenant 21 ans et je réalise déjà mon rêve. Je vais avoir ma propre fouille tout seul. J'ai aussi de la chance. Monsieur Tabuteau, propriétaire de la grotte et du château de la Rochanderie toute proche, me donne toute latitude pour explorer le gisement. De plus, mes cousins Laroche me proposent de financer mes fouilles. Je vais pouvoir embaucher des ouvriers pour m'aider. À partir de 1924, je consacre le plus clair de mon temps libre et de mes vacances à ce projet qui m'enthousiasme beaucoup. Je réalise quelques sondages sur le talus et une longue tranchée qui va de l'abri à la vallée, comme le fait le docteur Henri Martin à l'Aquina. Je trouve une grande quantité de silex taillés. Certains typiques du solutréen, comme des feuilles de laurier et des pointes à cran, et des restes animaux de rennes et d'antilopes saïga. Sinon, rien de bien exceptionnel. Malgré tout, je continue mes explorations. Et en juillet 1927, précisément le 9 juillet, je fais la découverte la plus extraordinaire de ce gisement. Jusqu'alors, l'abri était connu pour les lampes en grès mises au jour par Trémaud de Mauchebrune et Benoît dans les années 1860-1870. Mais là, je viens de reconnaître sur la paroi droite de l'abri une magnifique sculpture en bas-relief. J'ai l'impression qu'il s'agit de 2 chevaux affrontés. On n'en connaît pas de semblable en Charente. Et quelques jours plus tard, pendant l'été, c'est au tour de mon maître, le docteur Martin, de découvrir des gros blocs calcaires sculptés au roc de Serre. Quel été pour la préhistoire charentaise! Les mois passent. En 1928, je suis très sollicité pour accueillir des visites de grands savants. Le plus célèbre et le plus impressionnant à mes yeux est l'abbé Breuil. Je suis très honoré de faire sa connaissance. Il y a aussi des excursions de la Société archéologique et historique de la Charente et surtout de l'Association française pour l'avancement des sciences. C'est au congrès annuel de cette dernière, qui se tient à La Rochelle fin juillet 1928, que je présente ma découverte à toute la communauté scientifique. Ce fut un moment très impressionnant pour moi. Et pour les autres, semble-t-il, puisque cette institution a décidé de m'octroyer une importante subvention pour continuer mes recherches. Je peux ainsi embaucher d'autres ouvriers. Et justement, en fouillant dans l'abri, je découvre cette année un 3e bas-relief à côté des 2 autres. Tout le monde semble être d'accord avec mon interprétation des figures. Par contre, la datation pose davantage de problèmes. Je propose de l'attribuer à l'Aurignacien, mais l'abbé Breuil estime qu'une datation au Magdalénien, du fait d'une affinité stylistique avec Cap-Blanc en Périgord, serait plus judicieuse. Je dois dire que c'est un point compliqué. Sinon, je trouve maintenant que le nom de l'abri,
Que l'on choisisse de la papeterie ou de la rochanderie est peu évocateur. Je décide de le changer. La plateforme creusée dans la falaise, à laquelle on accède par des marches également réalisées de main d'homme, est très particulière. Par ailleurs, le nom de Jean Calvin circule parfois dans la littérature. Est-ce qu'on ne pourrait pas voir dans cette structure l'endroit où Calvin prêchait sa réforme ? Quoi qu'il en soit, j'ose proposer le nom de Chéra Calvin. Personne ne semble y trouver à redire. Je suis rassuré. En 1929, je continue mes explorations avec mes ouvriers. Et le 25 août, je découvre, à l'aplomb de la Brie, un gros bloc effondré qui se termine par une pointe en trièdre qui regarde vers la frise sculptée. Je remarque que cette pointe conserve de profondes gravures. Il me semble qu'on peut y voir une tête de félin. Je pense maintenant que l'ensemble peut être daté du Solutréen, comme le roc de Serre découvert par mon maître, le docteur Martin. En fin d'année, le 17 novembre, j'ai le malheur de perdre mon père. Il avait 57 ans. Il est parti bien trop tôt. Maintenant, je m'inquiète pour ma mère. Bien que j'habite avec elle à Bordeaux, je me demande ce qu'elle va devenir sans lui. Les années passent, il ne sort plus rien d'exceptionnel de mes fouilles à la Chéra Calvin. Je fais toutefois l'effort d'aller présenter un bilan de mes recherches au congrès annuel de l'Association française pour l'avancement des sciences à Nancy en 1931. Cette année, je me suis trouvé un nouveau travail. Je suis désormais agent d'assurance pour la Mutuelle Générale Française Accident et c'est à l'agence de La Rochefoucauld que je vais exercer ma pratique. J'ai 28 ans et je pars enfin de la demeure familiale de Bordeaux. D'un côté, je suis content, j'habite en Charente. Je me suis rapproché du lieu de ma préhistoire. De l'autre, je suis triste de laisser ma mère seule là-bas. Ce nouveau métier ne m'offre pas davantage de temps libre que celui d'avant. Je n'ai toujours que les week-ends et les vacances pour continuer mes fouilles. Mais si je suis à La Rochefoucauld, plus précisément à Oléra, c'est toujours à la Chéra Calvin que je travaille. Nous sommes maintenant en 1933. Je ne délaisse pas la Chéra Calvin, mais je m'intéresse également à la vallée de la Tardoire, tout près de chez moi. Je ne suis d'ailleurs pas le seul. Il se trouve qu'André Ragout, originaire d'ici, mais habitant maintenant à Alger où il est instituteur, décide de reprendre des fouilles dans l'abri du chasseur à Vilhonneur quand il revient l'été en vacances. Pour ma part, c'est une année intense et fertile parce que j'ai l'occasion de travailler sur plusieurs sites. Je fouille d'abord dans la grotte de Fontéchevade à Montbron. Ce n'est pas inintéressant, mais je ne crois pas qu'il y ait là un énorme potentiel de recherche. Je vais donc interrompre ces fouilles. Je me rends également sur le gisement moustérien des Pradelles, à Marillac-le-Franc. Je l'explore brièvement pendant 2 ans. Au total, il me semble que l'on a affaire ici à un abri-repère de carnivores. J'y ai toutefois retrouvé un fragment de maxillaire de Néandertal. Le contexte topographique du gisement le rend très dangereux et nécessite d'énormes travaux de consolidation avant que de nouvelles fouilles puissent y être entreprises. Malheureusement, il faut bien l'avouer, je ne suis pas en mesure de prendre en charge de tels travaux. Je décide de ne pas poursuivre les fouilles de ce gisement. J'ai aussi l'honneur et le plaisir de revoir l'abbé Breuil, qui est de passage à La Rochefoucauld. Il me suggère alors de reprendre les fouilles dans les grottes de la Chaise à Vouton. Elles ont été un peu oubliées parce que ça fait très longtemps qu'il n'y a plus d'exploration, depuis le 19e siècle il me semble, peut-être avec l'abbé Suard. C'est en tout cas ce qu'affirme l'abbé Breuil. Je décide de suivre ses conseils. Le propriétaire des lieux, M. de Ferrières, me donne l'autorisation d'y travailler et m'encourage même. J'ai encore une fois beaucoup de chance.
Je commence par la grotte nord, parce que la grotte sud, fouillée par les abbés Delaunay et Bourgeois, est maintenant considérée comme épuisée et totalement vidée. Les années suivantes passent très vite et Pierre David n'a plus grand-chose à dire. Il travaille toujours comme agent d'assurance et, sur son temps libre, il mène maintenant 2 chantiers de fouilles, à la Chaire à Calvin et à la Chaise. Il expose l'avancement de ses recherches à la Chaire à Calvin lors du Congrès préhistorique de France à Périgueux en 1934. Mais on a l'impression qu'il est las de ces congrès. Il décide d'ailleurs de ne plus s'y rendre désormais. Pierre David ne va plus donner aucune nouvelle de ses travaux pendant plus de 10 ans. Avec les années de guerre, on perd un peu sa trace. Fait-il un séjour dans l'Aude ? Habite-t-il à Châteauroux dans l'Indre ? Reste-t-il en Charente ? Entre-temps, plusieurs faits marquants sont à noter. Le docteur Léon Martin meurt au Pérat le 9 juin 1936 à l'âge de 72 ans. Sa fille, Germaine, reprend des fouilles dans la grotte de Fontechevade en 1937. À la fin de la guerre, en 1945-1946, on retrouve la trace de Pierre David à Angoulême. Il habite au 29 rue Louis Desbrandes. Et puis, à la fin des années 1940, tout repart. Nous sommes en 1946. J'ai 43 ans. Récemment, j'ai accepté la charge de conservateur adjoint du musée de la Société archéologique et historique de la Charente. C'est beaucoup de reconnaissance pour moi. J'habite maintenant dans le village de la Chaise, tout proche des grottes. Avec le soutien infaillible de M. Deferrière, je continue mes fouilles, sans délaisser pour autant la Chaire à Calvin. J'ai l'impression de repartir à zéro, que cette guerre affreuse a coupé mon élan et mes efforts antérieurs. Je redémarre presque seul, peu aidé. Ce n'est pas facile, mais je me sens toujours aussi passionné par la préhistoire. Autour de moi, des choses extraordinaires se passent dans la vallée de la Tardoire. Germaine Henri Martin, que je connais bien depuis plus de 20 ans, vient de découvrir en août 1947 des restes humains très particuliers qui ne laissent pas indifférent la communauté scientifique. Heureusement, elle a fait appel à son éminent collègue du Muséum d'histoire naturelle, le professeur Valois, pour en faire l'étude. De ce que j'ai pu comprendre d'ores et déjà, il s'agirait de restes d'Homo sapiens qui proviendraient de niveaux très anciens, de ce qu'on appelle le Taillassien. Cela confirmerait donc la théorie des 2 lignées parallèles d'évolution humaine et le fait qu'Homo sapiens serait plus ancien que Néandertal ici en Europe. Tout ça prête à réfléchir, mais demande aussi à être confirmé. Pour ma part, je ne trouve plus rien de vraiment intéressant dans mes fouilles. Je suis un peu désabusé. Mais je viens de rencontrer quelqu'un qui semble beaucoup croire en moi. Monsieur le professeur Pifteau de la Faculté des Sciences de Paris. J'ai été impressionné de sa connaissance de la préhistoire charentaise. Je sais qu'il est originaire de Charente, de Rouillac, je crois, mais ça n'explique pas tout. Lors de ses séjours en Charente, le professeur Pifteau consacre du temps à m'expliquer les nouvelles façons de conduire des recherches qui mettent l'accent sur la stratigraphie et la chronologie, avec la mise en place sur le terrain de carroyages et la reconnaissance plus précise de couches archéosédimentaires. Il me parle aussi de travailler en équipe, mais pas avec des ouvriers, plutôt en faisant appel à des collègues de sous-disciplines spécialisées qui sont en train de se développer. Il m'a parlé de spécialistes de la faune, des silex taillés, de la géologie, des restes humains, etc. Je ne vois pas vraiment où il veut en venir. Je pense que je me suis très bien débrouillé sans l'aide de personne pendant toutes ces années de recherche. Mais bon, je vais essayer d'appliquer au mieux toutes ces recommandations, à commencer par le site de la Chaire à Calvin. En premier lieu, je mets en place un carroyage dans l'abri et sur le talus devant. Effectivement, je peux avoir une spatialisation plus précise des objets exhumés.
J'ai aussi la chance de fouiller plusieurs foyers remplis de galets de quartz. J'essaie de les fouiller de façon très méthodique. Pour m'aider dans la compréhension de la stratigraphie du site, je fais appel à Henriette Alimène. Je suis ravi de sa contribution. Elle vient de remarquer dans l'abri l'existence d'un niveau de base épais et stérile composé de plaquettes calcaires. Elle interprète cette configuration particulière comme le résultat de déformations sur place des sédiments calcaires du Turonien. Au cours de ces périodes glaciaires, ces phénomènes s'apparenteraient à des cryoturbations. On appelle ça un sol polygonal. C'est la première fois qu'on en rencontre dans les couches archéologiques d'un abri sous roche. Grâce à mademoiselle Alimène, on a ainsi pu préciser la succession de plusieurs couches à la chaire à Calvin. J'ai aussi demandé à mes ouvriers de tamiser les sédiments fouillés. On a alors découvert de nombreuses petites lamelles à dos et des petits silex en forme géométrique qu'on appelle des triangles scalènes, caractéristiques du Magdalénien ancien. À la base, il se trouve quelques pointes à cran et quelques fragments de feuilles de laurier en place. Tout ceci est passionnant, bien sûr, mais le professeur Pifto semble plus intéressé par les recherches que je mène à la chaise, dans les niveaux moustériens. C'est pour une autre raison ici. Il est persuadé qu'il faut poursuivre et que je vais exhumer des restes de néandertaliens. Je le suis bien volontiers dans ses propos. Pour lui, il s'agit d'une priorité urgente, consolider et pérenniser mes recherches sur place. J'en suis ravi. S'il peut m'obtenir des subventions tous les ans pour que je puisse embaucher des ouvriers et acheter du matériel, ce sera parfait. J'ai toujours fonctionné comme cela et ça me convient encore. Pourtant, le professeur Pifto a d'autres vues et un autre projet pour moi. Il pense que l'idéal serait d'obtenir un poste d'attaché de recherche dans cette nouvelle institution, le Centre national de la recherche scientifique, le CNRS, à laquelle est promis un grand avenir pour le développement de la recherche fondamentale française. Il va appuyer ma candidature et faire en sorte que je sois recruté au plus vite. En 1949, la nouvelle tombe. Je suis embauché au CNRS. C'est à peine croyable. Je vais enfin pouvoir me consacrer à plein temps, et pas seulement sur mes temps de loisirs, à ma passion pour la préhistoire. Mes discussions avec le professeur Pifto me font vite réaliser que je vais devoir changer mes habitudes de travail. Il sera le responsable du projet. En fait, c'est lui qui aura le nom sur la demande d'autorisation de fouille annuelle auprès de la 5e circonscription des antiquités préhistoriques et de son directeur, le professeur Pat. Moi, je serai le responsable de chantier. Si par chance, comme il le pressent, on découvre des restes de néandertaliens, il s'en réserve l'étude. Et il y aura d'autres chercheurs qui seront invités à travailler sur d'autres aspects du site. Je rencontre ainsi François Borde, jeune stagiaire de recherche au CNRS à Paris, qui va étudier l'industrie lithique. En août 1949, il est de passage à la chaise. Il se joint à moi pour fouiller. C'est même lui qui découvre les premiers restes humains néandertaliens du gisement. Il s'agit d'une portion de calotte crânienne et d'une molaire. Le professeur Pifto avait raison d'y croire. Les années passent. Mes explorations à la chaire à Calvin ne rendent plus rien de notable. Ça devient de moins en moins passionnant du point de vue des découvertes. D'ailleurs, je ne publie pratiquement plus rien sur ce gisement. La seule chose que j'apprécie encore, ce sont les bons moments passés dans l'abri avec mes amis et les visiteurs de passage. J'ai aménagé l'abri pour m'y sentir bien. J'ai installé un lit rustique avec un édredon de plumes sur le sol polygonal,
Un fauteuil confortable trône au centre de l'abri et j'ai placé à côté une grande table de ferme pour prendre les repas. Très important, les repas. Pour le côté scientifique, j'ai fait construire au pied du sol polygonal un caisson en bois à plusieurs compartiments. Les ouvriers m'apportent les silex taillés qu'ils exhument, je les trie et je les répartis ensuite dans les différents compartiments. C'est très pratique. À la Chaise, les découvertes s'enchaînent. En 1951, la fouille est particulièrement fructueuse en août, avec une abondante collecte de faune et d'industrie lithique et 12 restes humains néandertaliens. En juillet 1952, on découvre une calotte crânienne qui conserve le dessin de l'artère méningée très développé. Bien sûr, ça intéresse beaucoup le professeur Pifto. En 1954, je décide d'étendre la fouille en reprenant l'exploration de l'abri bourgeois de Launay. En fait, je découvre qu'une galerie souterraine qui permet de connecter et surtout de raccorder stratigraphiquement les deux abris, bourgeois de Launay et Suard. Dans l'abri bourgeois de Launay, on reconnaît plusieurs mètres de dépôts archéologiques sous le plancher stalagmitique supérieur où s'étaient arrêtés les abbés bourgeois et de Launay dans les années 1860. Au final, le professeur Pifto est comblé. Toutes ces découvertes de restes néandertaliens lui procurent la manière à écrire plusieurs articles et quelques importants chapitres d'ouvrages sur la paléontologie et l'évolution humaine. François Borde est beaucoup plus perplexe face à l'industrie lithique. Il parle de moustériens de tradition acheuléenne atténuée et de moustériens à denticulés, alors que j'y vois très clairement du moustérien ancien. Mais les hésitations et les tâtonnements de toute l'équipe sont surtout causés par de profondes contradictions dans les assemblages de faune. Dans les couches profondes de l'abri Suard, je découvre de l'antilope saiga, ainsi qu'une espèce de renne de toundra de petite taille et un cheval de grande taille. Leur association à la Chaise est très déconcertante pour mes éminents collègues François Pratt et Jean Bouchu, parce que le renne et la saïga n'étaient jusque-là connus qu'au Paléolithique supérieur, alors que cette espèce de cheval était présente seulement au Paléolithique ancien. En fait, plus le temps passe, et moins je me sens en accord avec les résultats et interprétations de certains collègues de l'équipe, notamment en ce qui concerne la chronologie, l'archéostratigraphie du site ou l'industrie lithique. D'ailleurs, je ne me sens pas à ma place du fait des exigences de la professionnalisation de ma discipline et toute la rigueur qui va avec. Je n'aime pas passer des heures à étudier le matériel exhumé, que ce soit des restes de faune ou des silex taillés. Je rencontre davantage de difficultés encore pour écrire des articles et les publier. En fait, heureusement que je suis épaulé de collègues qui jouent le jeu et qui jouent le jeu plutôt bien. Je dois avouer que je ne me suis pas trop soucié de suivre à la lettre les consignes et conseils du professeur Pifto concernant les nouvelles manières scientifiques de mener mes fouilles. Je ne crois pas qu'il ait été dupe, mais il m'a malgré tout laissé tout loisir de faire comme je voulais. Moi, j'aime sentir les lieux et le matériel, recréer une certaine ambiance préhistorique. Je suis plutôt intuitif et j'adore aussi passer du temps avec mes amis autour d'un bon repas et d'une bonne bouteille pour parler de préhistoire, du moustérien, des néandertaliens. J'habite maintenant un magnifique logis au Petit Mât, toujours dans la vallée de la Tardoire. Ma porte est toujours ouverte pour les amis et visiteurs. J'adore recevoir. Je suis heureux d'avoir rencontré, au début des années 50, 2 personnes que je peux compter comme des amis chers, Roland Pinto et Louis Duport. Ils m'accompagnent dans mes fouilles à la Chaise. Leur aide et leur compagnie me sont précieuses. D'ailleurs,
À la fin des années 50, je travaille sous la conduite de Roland Pinto, qui reprend des fouilles à Montgaudier. On y travaille tranquillement pendant 3 ans. À la même époque, je décide d'arrêter définitivement mes recherches sur la chaire à Calvin. Je propose à François Borde et à sa femme, Denise de Sonneville-Borde, de poursuivre seuls. Ils travaillent quelques jours en 1960 et en 1961 sur la coupe est du talus, en marge de l'occupation principale du site qui est dans l'abri. Bien sûr, ils arrivent à une interprétation chronologique des dépôts différente de la mienne, dans la mesure où ils rajeunissent les occupations à la fin du Magdalénien. Nous sommes en 1963. J'ai 59 ans. Je ne suis pas en grande forme physiquement. Je sais aussi qu'on pense que je bois trop. Mais je ne veux pas me soucier de ma santé. Je veux profiter de la vie et pouvoir continuer à fouiller avec mes amis. Pierre David meurt le 13 juillet 1963 à l'hôpital hospice de La Rochefoucauld. Son ami et proche collaborateur, Roland Pinto, serait-il son exécuteur testamentaire ? Il s'occupe notamment de rapatrier son corps à Bordeaux, où il est enterré au cimetière de la Chartreuse, dans la parcelle familiale acquise par son grand-père paternel en 1880. Ce même Roland Pinto lui rend aussitôt un vibrant hommage dans 2 notes nécrologiques. Pierre David a été un acteur marquant d'une période cruciale de l'évolution de la recherche préhistorique, qui voit le passage du monde de l'amateurisme à celui du professionnalisme, de la spécialisation et de l'institutionnalisation de la discipline. Tout en servant les fins de Jean Pifeteau, il est devenu l'un des premiers préhistoriens à être recruté au CNRS. Mais il n'a pas suivi l'évolution des exigences de la recherche. Il est resté ce bon vivant, intuitif, avec un remarquable sens du matériel archéologique qu'il exhumait, sans toujours se soucier de théoriser ses découvertes. C'est cette personnalité très atypique qui a marqué les personnes qui l'ont connu et côtoyé plus que ses travaux. Même si la découverte de la frise sculptée de la chaire à Calvin restera à jamais dans les mémoires. Le matériel mis au jour lors de ces fouilles et qui est actuellement conservé au musée d'Angoulême a peu de valeur scientifique. On peut donc se souvenir de Pierre David comme d'un témoin particulier d'un long moment, 40 ans, de l'histoire des recherches préhistoriques. Je ne me permettrai pas de parler de Pierre David dans le domaine de la préhistoire. Mes connaissances dans ce domaine sont trop insuffisantes. C'est dans un tout autre domaine où je l'ai rencontré, celui de mon terrain de jeu à La Chaise, puisque les grottes sont situées dans le parc sous le château construit par mon arrière-grand-père au milieu du XIXe siècle. J'avais une 12aine d'années quand Pierre David est décédé. C'est à La Chaise que je passais mes grandes vacances à l'époque, au retour du Maroc où je suis né. Ce sont donc seulement mes souvenirs d'enfance, sans aucune prétention scientifique, que je peux évoquer avec les risques inhérents à ce genre d'exercice. Exhumé de la mémoire de lointaines réminiscences et toujours soumis aux aléas du temps et n'est étayé par aucun document. Je demande alors beaucoup d'indulgence pour les erreurs que je peux commettre. Pierre David était donc chez moi, et je considérais à l'époque que j'avais accès à toutes les grottes dans lesquelles nous grimpions avec mes frères et mes amis, sans aucun respect pour les travaux entrepris, les coupes et les étiquettes. Même si les grottes étaient clôturées, nous savions par où passer pour jouer à cache-cache, aux gendarmes et aux voleurs ou aux chevaliers. L'interdit avait un intérêt particulier, et c'était passionnant de tester notre courage dans le noir des souterrains, sur le pont constitué par la brèche qui rejoignait un pilier rocheux dans la grotte Suard. Nous partions dans l'inconnu sans lampe, puisque nous avait dit que les grottes fouillées se rejoignaient par des boyaux dans lesquels il fallait marcher en baissant la tête. Nous sautions au-dessus des coupes, glissions sur le sol gras et bosselé de stalagmites. Lorsque Pierre David arrivait, nous décampions vers les grottes non fouillées du côté du donjon et de la tardoire. De temps en temps, je voyais ce monsieur assez impressionnant par sa rondeur, sa grande barbe et sa cigarette ou sa pipe au bec,
qui s'installait dans la bourgeoise de Launay sur un petit banc en bois avec une espèce de petite pioche dans une main et un pinceau dans l'autre. Il déposait dans un panier de vendangeur les débris rocheux et la terre enlevée qu'il allait vider dans le remblai en face des grottes, aux grandes dames de mon père, puisque cela tombait sur le pré situé sous la grotte le long de la Toulange, petit ruisseau qui coulait le long de la falaise où les grottes étaient ouvertes. Je ne comprenais rien à son activité, que je trouvais bizarre et sans intérêt. Gratter des cailloux me paraissait aussi étrange que le personnage. Trier les matériaux exhumés, les dessiner, noter sur un carnet des renseignements, puis jeter ce qui ne présentait apparemment pas d'intérêt, me semblait dénué de sens dans ce monde de paysans et de vignerons qui m'entourait. En plus, sa présence nous interdisait de jouer et de crier, et nous obligeait à aller dans la grotte non fouillée, où il y avait moins de souterrains et qui était plus dangereuse, à cause d'un grand trou qui était ouvert au sommet de la grotte, très loin de l'entrée. À table, lorsque Pierre David était là, mon grand-père et mon père évoquaient leurs craintes des exploits de ce dernier, qui n'avait pas hésité à utiliser de l'explosif pour détruire la brèche, roche extrêmement dure, et qui avait fait trembler l'une des tours rondes situées à proximité et au-dessus de la grotte Suard, pas très loin des Cèdres. Néanmoins, je retiens de ce vieux monsieur que j'ai rencontré de temps en temps une marque indélébile. Il m'a imprégné une certaine culture de la fouille en général, et plus particulièrement dans le domaine préhistorique, puisque lorsque M. Debenat est venu fouiller ultérieurement avec toute une équipe, je descendais participer. Les méthodes s'étaient largement modernisées, puisque je voyais théodolite, carroyage, mesure, photo, dans une ambiance très sympathique. La rigueur s'était emparée des vieux os et l'activité était devenue science. Je ne sautais plus, je respectais les travaux des autres, j'écoutais les raisonnements faits à la suite des trouvailles, j'ai appris qu'une petite dent humaine avait de l'intérêt, alors que je fuyais le dentiste de l'époque, qui était pourtant un remarquable médecin. Pierre David m'a donc marqué comme mon grand-père était estampillé précédemment, comme je l'ai constaté, lorsqu'il évoquait une époque antérieure, au cours de laquelle il creusait dans les grottes, à coups de pelle et de pioche pour calmer ses ardeurs, sous l'autorité de son précepteur, abbé de son état. Autre temps, autre mœurs, mais quel progrès. Pierre David a participé à son insu à ma formation et à mon amour des vieilles pierres et autres objets très anciens. Qu'il en soit remercié. Donc, dans les années 1955-1957, je faisais mes études à Paris et je passais mes vacances d'été ici, dans la propriété de mon père. Je m'intéressais à la préhistoire. J'avais visité le musée de Saint-Germain-en-Laye, où il y avait pas mal de vestiges qui venaient de Charente. Et j'avais vu les grottes en Charente, du Placard, de Montgaudier, de Fontéchouade, etc. Et mon père connaissait M. David, donc il lui avait demandé si je pouvais, comme je m'intéressais à la préhistoire, venir fouiller avec lui de temps en temps, ce que j'ai fait pendant 2 ans, à concurrence peut-être du 10 ou 15 fois chaque année. Et traditionnellement, je prenais mon vélo de Saint-Sornin, j'arrivais à la Chaise, j'allais chez M. David qui habitait une ancienne grange à la Chaise. Nous partions ensemble à pied jusqu'à la grotte ici de la Chaise et nous mettions au travail, chacun sur son petit tabouret avec son panier et les outils, un grattoir et puis un pinceau, comme ça, pour trouver des objets. Sitôt que je trouvais quelque chose qui me paraissait un peu intéressant, qui n'était pas un simple caillou, je lui montrais et il me disait si ça valait le coup, s'il n'y avait pas le coup de le garder. Et comme ça, nous passions agréablement toute la matinée, à peu près de 9h à midi et demi. Ce qui me frappait chez M. David, c'était, à la fois, il m'en imposait beaucoup, parce qu'il avait une forte corpulence, une grande barbe, et en plus, il était très, très affable, très agréable pour un gosse comme moi. Il parlait de ce qu'il connaissait avec beaucoup de sérieux et d'intérêt, donc ça m'intéressait vraiment.
Et moi, ce qui m'a beaucoup frappé aussi chez lui, c'est qu'il faisait ça avec beaucoup de méthode. C'est la première fois que je voyais un site archéologique comme ça en activité. Tout était répertorié par position. Il y avait un carreau partout de ficelles, de cordes qui montraient l'emplacement. Il y avait des repérages de couches successives, etc. Et tout objet était vraiment répertorié en position, en hauteur, en plan, etc. Et donc, ça m'intéressait vraiment. J'ai passé là des moments très, très agréables. En plus, M. David me fait visiter plusieurs fois les collections qu'il avait dans sa maison, où tout était répertorié, tout un tas d'objets qu'il avait trouvés depuis longtemps qu'il travaillait ici. Voilà comment moi je l'ai connu dans les années, je répète, 1955, 1957 à peu près. Voilà. Eh bien, les souvenirs que j'ai de Pierre David datent d'environ 1960. J'avais 10-12 ans à l'époque et je me souviens d'un monsieur barbu, costaud, qui me paraissait très vieux, bien sûr, 10-12 ans. Et ce qui m'avait frappé aussi, c'est qu'il avait installé l'Union Jack, le pavillon britannique, au bout de l'allée du Petit Mât. Alors je trouvais ça étonnant, mais on m'a expliqué par la suite que Pierre David s'était trouvé un lien de parenté avec la reine d'Angleterre. Bon. Alors j'ai un deuxième souvenir, il était venu à la maison, une fois mon père avait trouvé un biface dans les vignes, et il l'avait donné à Pierre David, et Pierre David était venu le récupérer à la maison. Voilà, mais Pierre David, c'était un bon vivant, comme on dit diplomatiquement. Il faisait souvent la fête avec ses amis, d'après ce qu'on dit, et il y en a qui en ont gardé des souvenirs cuisants. Voilà, bon, c'est à peu près tous les souvenirs que j'ai de ce monsieur, mais j'ai bien ça encore gravé en mémoire. J'ai connu Pierre David quand j'étais enfant, puisque j'ai habité la ferme d'à côté, son habitation. Monsieur David est venu habiter au Petit Mât, car à la chaise de Vouton, où il habitait avant, on lui volait ses bouteilles. Donc, comme c'était un bon vivant et qu'il aimait beaucoup le bon vin, du coup, il est venu habiter au Petit Mât, où là, la cave ne risquait rien. Il pouvait en profiter avec ses copains. Et puis, il y a eu une anecdote assez phénoménale, puisqu'il avait baptisé sa première voiture, qui était une 2 chevaux. Et du coup, au baptême, il y avait le prêtre et de Saint-Sornin. Je ne me rappelle plus trop de son nom. Et ils avaient tellement bu qu'il avait fallu mettre M. David au lit. Et il avait donné 2 bouteilles de champagne à mes parents à l'époque. Voilà. Et puis aussi, comme il avait sa voiture, il nous conduisait à l'école quand la Tardoire débordait, puisque nous, on allait à l'école à pied, bien sûr, et on avait une portion de route qui était inondée. Donc là, il nous conduisait à l'école. Et puis, un souvenir aussi qui m'avait beaucoup marqué, c'était ses crânes et ses dents de préhistoriques qu'il avait trouvés dans les grottes, comme il était chercheur. Hein. Et donc là, c'était très impressionnant et nous, on avait toujours très peur quand on passait dans ce couloir de ces crânes et de ces dents préhistoriques, en fait. J'habitais dans le haut du bourg et j'avais pas l'autorisation de descendre à l'usine, mais les copains y descendaient. Alors j'ai dit, j'ai l'autorisation de jouer dehors un moment, je vais y aller un moment. Donc je suis descendue par le petit bois qui arrive à l'usine et j'ai filé vers la chaire à Calvin pour aller voir l'abri, jouer sous l'abri. Voilà, et je voyais le monsieur David, on disait le père David, qui fouillait. Qui fouillait. Ça nous amusait de voir ce personnage assez vieux, parce que ça devait être dans les années 45-46, qui fouillait.
J'y suis allée 2 ou 3 fois. On jouait sous l'abri, c'était amusant. Bon, ce sont mes souvenirs d'enfant. Dans l'année 44-45, j'avais 8-9 ans, et puis ça a continué un peu après. Mais j'ai connu M. David grâce à mon grand-père qui était un ami. Enfin, je suppose que c'était un ami, il venait souvent le voir. Il venait le matin avec un panier, avec le grillon, le pain, le litre de vin rouge. Ils s'asseyaient tous les deux vers la grotte. Puis moi, j'essayais de m'occuper un petit peu partout. Je ne savais pas trop quoi faire, parce que c'était pas propre comme maintenant. C'était plutôt avec des ronces, avec des choses comme ça. Et il parlait beaucoup, mais M. David était quelqu'un qui parlait peu. Enfin, quand il avait quelqu'un avec qui il s'entendait bien, il arrivait à parler. Mais autrement, dès qu'il y avait plusieurs personnes, il était beaucoup plus réservé, beaucoup plus en retrait. Alors que là, il parlait vraiment bien tous les deux. Alors de temps en temps, je revenais, parce que moi, je n'avais pas un litre de rouge, mais j'avais un litre d'eau. Je venais boire, j'entendais un petit peu leur conversation, mais ça ne m'intéressait pas du tout. Je ne comprenais pas ce qu'ils racontaient, donc je revenais jouer. Et M. David m'avait quand même donné des consignes. Il y avait un carré, je ne sais pas trop par là, avec des piquets et de la ficelle. Et il m'avait dit, dans ces carrés-là, il ne faut pas que tu ailles toucher. Il avait même fait au sol des marques au kaolin. Alors le kaolin, on connaissait très bien Moutier parce qu'on faisait nos marelles dans la rue avec du kaolin. Donc je n'allais pas du tout dans ces coins, lui. Et puis un jour, pour que je m'occupe un peu, il avait déblayé un petit peu, enlevé les ronces, enlevé les fougères. Puis il m'a dit, tu peux chercher là si tu veux. Voilà, tu fais comme moi, tu cherches. Alors je m'étais occupée, bien sûr, et puis j'avais cherché des petits cailloux jolis que j'étais allée laver dans le ruisseau en bas. Et ces cailloux, une fois humides, étaient très jolis. Alors je me souviens, j'étais remontée, j'avais montré à M. David les cailloux que j'avais. Ça ne l'avait pas impressionné. Bon. Alors j'ai dit, c'est pas ça qu'il faut. Alors j'étais venue une fois le regarder, il était assis. Alors ce qu'il y a, c'est que par moments, il venait en bottes, mais quand il faisait beau, il venait avec des sabots. Et il était, je ne sais pas, en chaussettes dedans, ou je ne sais pas trop ce qu'il avait. Alors il était assis à cul plat, comme on dit, et puis il était occupé. Et je le voyais, il faisait un tas de cailloux d'un côté, un tas de cailloux de l'autre. Et après, il m'avait dit, tu vois, c'est ceci que je vais garder. Alors j'avais regardé les cailloux, je me demandais bien ce qu'il trouvait ces cailloux. Moi, je les trouvais moches comme tout, mais lui, c'était les cailloux qui l'intéressaient. Alors que les miens qui étaient si beaux, ça ne l'intéressait pas. Bon, donc voilà, je ne savais pas trop ce qu'il cherchait. Hein. Il était toujours avec son petit pinceau, avec... Mais M. David, je l'ai vu des fois arriver, enfin souvent on arrivait avec mon grand-père un peu avant lui, il arrivait toujours avec un chapeau, un peu comme celui d'Alain, beaucoup plus usé, qui était marron de toutes les couleurs, à force de toucher la terre, de toucher le chapeau, c'était pas brillant. Et puis il avait lui aussi un panier, et dans ce panier il avait ses outils, et puis les pinceaux pour nettoyer, et quand il repartait, les pierres qu'il avait trouvées, il les emportait, parce que là c'était pas fermé, c'était même ouvert à tous les vents. Et là, au moment de la guerre, les enfants ne venaient pas trop, parce qu'il y avait les Allemands qui habitaient chez La Roche, juste à la maison ici. Donc les enfants ne venaient pas trop. Mais en venant du bourg, en passant par le bois qui est en face, il y avait un chemin qui descendait et on pouvait arriver par la prairie. Alors ce qui fait que très souvent, quand M. David n'était pas là, les enfants venaient, et puis malheureusement sans doute, ramassaient les cailloux et jouaient au tire-pierre. Alors il y a certainement beaucoup de pierres qui ont été parties comme ça, parce que les enfants jouaient avec. Et donc ils parlaient beaucoup tous les deux. Quand c'était l'heure midi à peu près, ou je ne sais pas trop, je n'ai pas notion de l'heure, comme mon grand-père d'abord était marchand de vin, il avait un chai à côté de l'église à Moutier. Et quand il venait, il portait toujours à M. David un petit panier de 3 bouteilles. C'est des paniers qui avaient été confectionnés par les gitans à Angoulême pendant la guerre. Mon grand-père allait souvent au camp des gitans, il avait fait faire des petits paniers de 3 bouteilles. Et pour Noël et pour toutes ces fêtes-là, il n'y avait pas comme maintenant les supermarchés et tout ça. Donc beaucoup de gens, pour Noël, offraient du vin. Alors il y avait une bouteille de blanc, une bouteille de rosé, une bouteille de rouge. Alors dans la voiture, il y avait toujours quelque chose pour M. David. Donc quand ils avaient fini leur conversation et tout, ils repartaient. Alors ce qu'il y a aussi, c'est que mon grand-père fournissait en vin les Allemands qui étaient chez La Roche. Donc on arrivait, il posait la camionnette, il n'y avait pas d'ennui, on pouvait arriver tranquillement, les Allemands ne disaient jamais rien. Alors on retournait M. David à midi,
Alors il avait l'habitude de monter par un petit chemin qui grimpe beaucoup sur le côté, mais quand il était chargé, on le ramenait jusque chez lui. On s'arrêtait devant, alors la petite grille, parce que sa maison, je ne sais pas si vous connaissez, est dans un coin de rue. Il y a une grande grille, mais avant, en plein virage, il y a une petite grille. Alors on l'arrêtait toujours ici, mon grand-père, après faisait demi-tour, on repartait. Mais alors ce que j'aimais pas, c'est que mon grand-père, tout comme M. David, étaient des hommes un petit peu solides. Et quand on était dans la voiture, moi j'étais entre les deux, j'avais beau me faire petite, et ils avaient leur conversation, ils parlaient, ils s'agitaient. Alors moi j'essayais de me tenir comme ça, avec les oreilles bouchées, et puis bon, ils continuaient leur conversation un grand moment, et puis après ils partaient. Et une autre fois, je me souviens, alors donc M. David venait, il avait donc soit des bottes, soit des sabots, mais il avait toujours un chapeau. Et quelquefois, quand il faisait chaud, il mouillait un mouchoir qu'il mettait sous le chapeau. Comme il y avait le petit ruisseau qui était là, il le mettait sous le chapeau. Mais mon grand-père était là, ça n'empêchait pas de M. David de venir travailler tout seul. Il aimait beaucoup quand même la solitude. De temps en temps, il parlait à mon grand-père. Alors, il l'appelait par son prénom, il l'appelait Henri. Alors que mon grand-père a toujours appelé M. David, il n'a jamais pu le... Alors il continuait à parler un petit peu de tout, de rien, de n'importe quoi. Moi je jouais avec mes petits cailloux à côté. J'étais bien, il faisait bon, c'était très agréable. Et étaient-ils vraiment amis? Je ne sais pas. Je sais qu'ils ont parlé. M. David demandait beaucoup de nouvelles des gens de Moutier après, à la fin de la guerre. Parce qu'il y a beaucoup de gens, à la fin de la guerre, qui se sont trouvés sans beaucoup d'argent. Une épicière qui n'avait ni lait, ni café, ni huile, ni beurre, et n'avait que des topinambours à vendre et ne pouvait pas gagner sa vie. Alors je sais que M. David s'inquiétait beaucoup de savoir comment faisaient ces gens-là. Et il savait que mon grand-père aidait beaucoup. Donc il lui demandait toujours, les uns et les autres, est-ce qu'ils en sont, est-ce que ça s'arrange, Il était vraiment très très bon, très gentil, toujours très patient, très calme. Et une fois j'avais dit à mon grand-père, d'ailleurs j'aimerais bien que ce soit mon grand-père lui aussi. Ben oui. Hein. Et donc il questionnait beaucoup, mais il parlait des fois de choses qui me dépassaient un petit peu. Bon, je ne comprenais pas, mais j'ai compris 10 ans après, parce que mon grand-père m'en a parlé. Parce que mon grand-père n'était pas résistant pendant la guerre, mais il allait voir des contacts, plus ou moins. Quand il revenait, il allait voir monsieur le curé. Monsieur le curé prenait son vélo et s'en allait, voilà. Donc c'était toute une chaîne qui se faisait. Et quand des maquisards devaient venir, peut-être avait-il besoin de points de chute. Donc ça se faisait comme ça. Et je sais que monsieur David connaissait très bien monsieur le curé aussi, et le voyait, et ils en parlaient. Alors à quel point monsieur David après était-il impliqué par la résistance, mais enfin dans ces foyers-là, je ne sais pas. Donc ça, je n'ai jamais su. Mais on le voyait très peu dans les rues de Moutier, il parlait à très peu de gens, si pour saluer, pour dire un petit mot gentil, mais on ne le voyait pas s'arrêter, faire des conversations dans la rue, c'était pas du tout son genre. Et une fois, alors mon grand-père était passionné par le rugby, à Angoulême, il était même membre d'honneur, il avait une carte qui lui donnait droit à aller dans la tribune d'honneur et à Chanzy et à l'extérieur. Et je sais qu'une fois, on avait emmené, enfin, je dis on, parce que mon grand-père m'emmenait tout le temps, on avait emmené une fois M. David, qui était venu au rugby. Est-ce qu'il aimait le rugby? Je ne sais pas, mais est-ce qu'il était venu pour faire plaisir à mon grand-père? Je ne sais pas, ça, je ne sais pas. Mais ce dont je me souviens, c'est qu'il y avait des phases du match où il se levait, il criait et tout. Et quand il se rasseyait, il ne s'occupait pas si j'étais là. De temps en temps, j'en prenais l'un ou l'autre sur les genoux. Je ne disais rien. Alors, il se reculait, bien sûr, mais il recommençait 5 minutes après. Là, je finissais par me crisper, par me tenir comme ça. Mais apparemment, M. David avait l'air d'apprécier le rugby. Est-ce qu'il appréciait le moment de joie, de jeu, ou est-ce qu'il appréciait vraiment le rugby? Ça, je n'ai pas pu le savoir. Et quand on revenait, alors c'était toujours pareil, mon grand-père emportait toujours de quoi faire la troisième mi-temps, donc il allait toujours dans les vestiaires pour voir les joueurs. Alors moi, il m'emmenait dans les vestiaires, mais je ne rentrais pas dans le vestiaire, je restais dans le couloir.
Mais il y avait ces hommes qui étaient là, qui allaient et qui venaient. Alors à chaque fois, je disais à ma grand-mère, il y a beaucoup de bruit et ça sent mauvais. Alors évidemment, les hommes qui transpiraient, bon. Et je sais qu'il avait emmené M. David justement voir les joueurs. Je crois que c'était une équipe de Lourdes qui était là. Ça m'avait frappé parce que Lourdes, c'est un nom que tout le monde connaît. Et apparemment, M. David avait pris beaucoup de plaisir à être là. Mais c'est une des rares fois où je l'ai vu sortir, parler avec quelqu'un d'autre. C'était un solitaire, il était toujours occupé, à chercher ses petits cadeaux, comme je le disais, et puis il ne voulait pas des miens, et ça me contrariait. Voilà, c'est à peu près les souvenirs que j'ai de M. David. Il a fouillé ici, on pense, de 1924 jusqu'en 1959. Donc c'est une très très longue période. Avec des faits marquants, notamment en juillet 1927, c'est lui qui découvre la frise sculptée, absolument magnifique, qui date du Magdalénien, autour de moins 15 000 ans maintenant. À l'époque, il a eu du mal, et d'autres ont eu du mal aussi à la dater, donc elle a été datée à différents moments, mais on est à peu près sûr, c'est autour de moins 15 000 ans que cette frise date, donc c'est un très grand moment à la fois pour le site. C'est le point qui en fait le site le plus célèbre, c'est un abri sculpté, et puis le moment le plus important aussi pour sa carrière. Voilà, quand même, à partir de là, il va devenir très célèbre, il va avoir des financements, il va pouvoir embaucher des ouvriers, les recherches vont avancer. C'est essentiellement, 1928, il va finir de dégager toute la frise. 1929, il va découvrir un énorme bloc qui se termine par un trièdre avec une sculpture qui peut représenter peut-être une tête de félin, c'était un peu une interprétation, qui regarderait vers la frise. Donc voilà, des découvertes importantes. Il était dans l'ensemble seul ou avec des ouvriers à travailler ici. Il n'a pas forcément très très bien fouillé, dans le sens où reconnaître vraiment des couches, replacer le matériel dans les couches, dans des carrés, dans des zones précises du site, ça n'a pas été totalement bien fait à ce niveau-là. Mais en 1949, par exemple, il va faire venir une dame, mademoiselle Henriette Alimène, qui est géologue, qui vient juste de rentrer au CNRS et qui va étudier un peu la géologie du site et qui va mettre en évidence ce niveau de base que l'on voit ici dans l'abri, qui est scié, où on voit des plaquettes calcaires bien en place, qu'on appelle un sol polygonal, qui a été mis en place pendant ces périodes très très froides. Et il a quand même un sens très particulier du matériel, c'est-à-dire qu'il va être capable de remarquer qu'il y a un niveau qui correspond à peu près à moins 20 000 ans, avec du sol utréen, avec des pointes à cran. Au-dessus, il y a du magdalénien ancien et ensuite du magdalénien beaucoup plus récent. Et voilà, c'est pratiquement le seul à avoir montré qu'il y a différentes occupations dans cet abri et devant sur le talus. Donc quelqu'un malgré tout avec une contribution mitigée, des choses magnifiques qu'il a pu mettre en évidence, et puis des techniques de fouille qui n'étaient pas du tout au point malheureusement, qui correspondaient un peu au 19e siècle, et donc maintenant tout le matériel de ces fouilles est au musée d'Angoulême, et il n'y a pas grand chose à en tirer malheureusement, mais bon, voilà. Qu'est-ce que ça en fait du site aujourd'hui? De ce site? Pour la Charente? Pour la Charente, des abris avec de l'art comme ça, pour cette période-là, on n'en connaît qu'un seul. En fait, il est contemporain d'un autre endroit qui s'appelle le Roc aux Sorciers à Angles-sur-l'Anglin, au nord de la Vienne. Voilà, ces deux-là sont de la même époque, entre 14 000 et 15 000 ans. Donc c'est unique pour le magdalénien. Des sites avec de l'art pariétal comme ça, on connaît aussi le Roc de Serre, mais qui est 5000 ans plus ancien. Donc c'était une petite station, mais une station très particulière. On ne sait pas exactement ce qui a bien pu se passer, parce que en général l'art, quand on parle d'art pariétal, c'est dans des grottes très très profondes. Il y a très peu de gens qui vont y aller. Ces grottes-là n'étaient pas habitées, donc il y avait quelques individus qui y allaient pour des rituels, pour des pratiques un peu particulières. Là, les gens habitaient juste devant la frise.
Donc c'était un art beaucoup plus du quotidien, un art particulier. Voilà, après, quelle est la signification de cet art, on ne sait toujours pas, mais c'est un endroit très rare pour la préhistoire de la Charente, même unique pour ce Magdalénien.